Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on plonge dans l'émotion pure, l'onde de choc d'un événement sportif absolument majeur. Il s'agit bien sûr de la victoire du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations. Et on a sous les yeux une véritable mosaïque de réactions. Tout ce qui a été capturé à chaud, dans les minutes et les heures qui ont suivi le coup de sifflet final. C'est exactement ça. Une mosaïque. On a des titres de presse, des publications sur les réseaux sociaux qui ont littéralement explosé, des commentaires d'internautes. Et l'idée, c'est de rassembler toutes ces pièces pour comprendre non seulement ce qui s'est passé, mais surtout ce que les gens ont ressenti sur le moment. On va vraiment essayer de reconstituer l'histoire de cette victoire, mais telle qu'elle a été vécue en direct, quoi. Et on sent déjà, en parcourant tout ça, qu'il y a deux histoires qui s'entremêlent. Il y a celle d'une nation qui confirme sa domination, et puis il y a celle d'un homme qui semble boucler sa propre légende. Absolument. On va donc explorer l'ampleur de cet exploit, on va se pencher sur cet homme qui est au centre de tout, et puis on verra ce que ce titre signifie vraiment pour le pays. Allez, on se lance ? C'est parti. Alors, le fait brut, la base de tout. Ce score qui s'est affiché absolument partout ce dimanche, 18 janvier 2026. Sénégal 1, Maroc 0. C'est le résultat qui a mis le feu aux poudres, que ce soit dans la nouvelle tribune ou sur les postes de Canal+ Sport. Oui, mais ce 1-0, c'est presque anecdotique finalement face à ce qu'il représente vraiment. Toutes les sources, sans aucune exception, elles martèlent deux mots. Deuxième étoile. Ah oui ? Et cette expression, elle change tout. Ce n'est pas juste un trophée de plus, vous voyez ? C'est vrai, on le sent. Gagner une fois, c'est magnifique. Mais la deuxième fois, il y a autre chose qui se joue. Une sorte de confirmation. Vous mettez le doigt sur un point qui est essentiel. Ce n'est pas juste un deuxième titre, c'est un titre consécutif. Et cette nuance, elle transforme complètement la perception de cette équipe. Gagner une fois, c'est un exploit. Ça peut être un alignement des planètes, une génération dorée, un moment de grâce. Une anomalie presque. Voilà. Mais gagner 2 fois de suite, c'est une déclaration. C'est le passage du statut d'excellent outsider à celui de dynastie. C'est dire à tout le continent, le patron pour l'instant, c'est nous. Cette idée de dynastie, elle est intéressante, parce que ça veut dire que la pression n'était plus du tout la même. La première fois, ils chassaient le titre. Là, ils étaient les chassés. Chaque équipe voulait faire tomber le champion. Bah oui. Et c'est une bataille psychologique bien plus difficile. C'est aussi pour ça que la date est si importante dans les titres. Quand la nouvelle tribune insiste sur le dimanche 18 janvier 2026, ce n'est pas anodin, je pense. Il y a cette volonté de graver ce jour dans le marbre, de le poser juste à côté du premier sacre pour dire « voilà, l'histoire s'écrit sur la durée ». Ce n'est plus un one-shot. C'est une ère, exactement. D'accord. Donc on a le cadre, une victoire historique, l'installation d'une dynastie. Mais quand on creuse un peu dans les sources, il y a un nom qui revient en boucle. Il revient au point d'éclipser presque tout le reste. On ne peut pas y échapper. C'est Sadio Mané. Ah, c'est une véritable OPA sur le récit médiatique. C'est impressionnant. Les titres sont incroyablement directs. On ne lit pas « Le Sénégal gagne grâce à un collectif solide ». On lit, je cite, « Sénégal, champion d'Afrique pour la 2e fois grâce à Sadio Mané. C'est personnel, c'est direct. La victoire a un visage. » Et attendez, je tombe sur une publication de la page Facebook Foutier, partagée des milliers de fois. Et là, il pousse le curseur encore plus loin. Il titre en majuscule « Historique ». Pour son dernier match en CAN avec le Sénégal, Sadio Mané décroche le titre continental. Ah. Si c'est vrai, ça change complètement la lecture de l'événement. Ce n'est plus une simple finale, c'est la scène finale d'une pièce de théâtre. On assiste à la construction de sa légende en temps réel, à travers ses publications. Ce poste transforme un événement sportif en un destin personnel. Et pour appuyer cette idée, on voit d'autres sources, comme le compte Instagram ActuFoot, qui se met à lister son palmarès pour bien asseoir le personnage. Les chiffres sont vertigineux. Ah oui, je l'ai là sous les yeux. Meilleur buteur de l'histoire du Sénégal, meilleur passeur de l'histoire de la CAN. Et, avec celle-ci, 3 fois finaliste de la Coupe d'Afrique. C'est ahurissant. C'est ça. On ne parle plus d'un joueur du moment, on parle d'une figure historique du football africain. Clairement. Et il faut imaginer la pression colossale qu'il avait sur les épaules. Un article de Sport News Africa qui a été publié juste avant la finale posait déjà la question de son héritage. L'article rappelait que c'était sa 3e finale sur les 4 dernières éditions. C'est une constance au plus haut niveau qui est rarissime.
En gros, le monde du foot africain se demandait pas « est-ce que le Sénégal va gagner ?», mais « est-ce que Mané va finir son histoire en beauté ?» Toute la narration était déjà centrée sur lui. Complètement. Et pourtant, son rôle dans cette finale semble avoir été plus subtil qu'un simple buteur. Je suis bloqué sur un titre de la Nouvelle Tribune. Il ajoute une couche de mystère. Maroc vs Sénégal. Comment Sadio Mané a évité le chaos. Le mot chaos est tellement fort. Ça suggère que le match était sur le point de basculer du mauvais côté. Est-ce que les sources nous disent ce qui se passait ? Et c'est là que les sources sont à la fois passionnantes et un peu frustrantes. Elles parlent d'un geste de leadership à un moment critique, mais sans le décrire précisément. On ne sait pas s'il a dit un mot, s'il a fait un geste. On n'a pas le détail. Non. Mais l'article est clair, cet acte a permis à l'équipe de se ressaisir, de ne pas sombrer mentalement. Juste après ça, ils subissent un penalty, tiré par le Marocain Brahim Diaz, et ils tiennent bon. Ils ne s'effondrent pas. Donc son geste le plus décisif de la finale n'est peut-être même pas une action de jeu qu'on voit dans les résumés. C'est très probable. Et c'est ça qui sépare les grands joueurs des légendes. On peut imaginer, à ce niveau de pression, un regard qui rassure, un mot pour calmer un coéquipier qui est sur le point de dégoupiller. Quelque chose d'invisible à la caméra. C'est ça, un replacement tactique crié à la volley. C'est dans ces moments-là que les vrais leaders se révèlent. Le chaos dans une finale, c'est souvent la panique, la peur qui s'installe. Il a visiblement agi comme un disjoncteur. Son influence n'était pas seulement technique, elle était psychologique. C'est fou comme ce détail change la perception du match. On est loin de l'image du héros qui marque le but de la victoire à la dernière minute. On est dans quelque chose de plus profond. Le leader qui tient la barque au milieu de la tempête. Mais bon, c'est facile de tout ramener à Mané, et les sources le font beaucoup, mais il n'a pas gagné cette coupe tout seul, j'imagine, hein ? Bien sûr que non, et heureusement. Quelques articles le rappellent, celui du site lessoleil.sn par exemple. Même s'il date d'avant le match, il mettait déjà en avant la solidité de la tanière, le surnom de l'équipe. Il parle d'une véritable colonne vertébrale. C'est crucial. Mané est peut-être la tête et le cœur, mais sans colonne vertébrale, le corps ne tient pas debout. Et cette colonne vertébrale, c'est qui, concrètement ? Ce sont des joueurs d'expérience, des piliers. Le gardien, Edouard Mendy, qui est un dernier rempart de classe mondiale, le défenseur central, Kalidou Koulibaly, le capitaine courage, le roc sur lequel toute l'équipe s'appuie, et au milieu, un joueur comme Idrissa Gana Gueye, l'infatigable travailleur de l'ombre. Sans la sécurité qu'ils apportent derrière, Mané n'aurait jamais la liberté de faire ce qu'il fait devant. Cette victoire, c'est aussi la leur, bien sûr. C'est le triomphe d'une structure. Et ça, on le sent bien. C'est tout un pays qui a vibré avec cette équipe. Les chiffres sur les réseaux sociaux sont juste hallucinants. Le post de Canal+ Sport Afrique qui annonce la victoire, c'est plus de 27 000 réactions. Celui d'Orange, plus de 500 en un temps record. On sent une vague. Et ce ne sont pas que des chiffres. Chaque like, chaque partage, c'est une parcelle de fierté nationale qui s'exprime. C'est la preuve d'une communion totale. Le football devient le vecteur d'un sentiment d'unité. Et ce qui est intéressant, c'est que cette ferveur, elle est nourrie par l'état d'esprit de l'équipe. Vous pensez à la phrase de Mané que rapporte Foutier ? Exactement. On va jouer comme des hommes. C'est une phrase simple, mais elle est très puissante avant une finale. Extrêmement puissante. Ça dit beaucoup de choses. Ça veut dire qu'au-delà de la tactique, de la technique, il y aura un engagement total, un combat. Ça soude un groupe. Ça dit aux coéquipiers, on ne va rien lâcher. On va se battre les uns pour les autres. C'est le genre de phrase qui transforme une équipe de footballeurs en une bande de frères d'armes le temps d'un match. C'est cet état d'esprit de guerrier que les supporters ont célébré. Et au milieu de tous ces posts et de tous ces articles, on trouve parfois des commentaires de simples supporters qui résument tout mieux que n'importe quel journaliste. Absolument. Il y en a un sous une des publications qui m'a marqué. Un utilisateur écrit « Le Sénégal a pris 2 trophées grâce au geste du grand Sadio Mané. Ils l'ont fait une 2e fois et de quelle façon ?» En 2 petites phrases, tout y est. Il y a la reconnaissance quasi mystique pour l'icône, la fierté immense de la confirmation et l'admiration pour la manière. Le « de quelle façon » est important. Ça suggère une victoire à l'arraché, dans la douleur, et ça la rend encore plus belle. Au fond, l'objectif était simple, presque terre-à-terre. Comme le titrait sobrement le site La Vie sénégalaise, en citant le capitaine, ramener la coupe à Dakar. C'est ça, le but ultime. Mission accomplie. Exactement. Une promesse faite à un peuple et une promesse tenue. Voilà. Alors, si on rassemble toutes les pièces de cette mosaïque, qu'est-ce qu'on a au final ? On a l'histoire d'une consécration, ça c'est certain.
Le Sénégal n'est plus un simple prétendant, il s'est installé au sommet du football africain avec cette deuxième couronne consécutive. C'est la consécration d'une nation, oui. Mais c'est aussi, et peut-être surtout, l'apogée de la carrière internationale d'un joueur hors norme. Toutes les sources convergent pour dire que cette victoire, elle est indissociable de la figure de Sadio Mané. Il n'a pas seulement été un joueur clé, il a été le leader mental, spirituel, presque le réalisateur de ce scénario parfait pour ce qui est présenté comme son dernier grand tournoi. L'image qui restera, c'est la sienne. C'est vrai. Et pour conclure, il y a une question qui flotte un peu au-dessus de toutes ces célébrations. Une question que les sources soulèvent sans la poser directement. Elles parlent toutes du couronnement de la génération Mané. C'est un terme qui marque à la fois un sommet et une fin. C'est le paradoxe de toute grande victoire. Elle clôt un chapitre en même temps qu'elle en ouvre un autre. En célébrant le triomphe de cette génération, on prend aussi conscience que son temps est peut-être compté. Et c'est là que se trouve la pensée finale qu'on voulait partager. Maintenant que le Sénégal a gagné 2 fois de suite, que son leader emblématique a potentiellement joué sa dernière CAN en signant une sortie de légende, la question devient vertigineuse. Comment est-ce qu'on construit l'avenir en mondial? Comment une équipe se renouvelle et se réinvente après avoir été si longtemps incarnée par une légende vivante? C'est tout le défi qui attend désormais les Lions de la Teranga.